une émission qui a pour objectif de raconter vos joies, mais aussi vos peines. Je suis Habibi et je vais à Angré dans un quartier résidentiel à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour rencontrer un homme exceptionnel pour une émission exceptionnelle. Suivez-moi. Bonjour, c'est Habibi TV, je suis Béatrice Anno et nous sommes en compagnie de Monsieur le ministre Kone Katinan. Bonjour Monsieur Kone Katinan, merci de recevoir l'équipe de ABB TV dans vos locaux, ici à Angré, Côte d'Ivoire. Et bon, je connais un peu votre parcours, votre background, mais comme je ne fais pas trop confiance à Google et que j'ai l'opportunité de vous rencontrer, je vous demande de bien vouloir nous parler un peu de votre cursus, de votre background, de votre expérience professionnelle. Alors, mon nom est Justin Katinan Kone. Je suis père marié, père de 3 enfants. J'étais 4, mais j'ai perdu quand je suis tombé mon premier fils. Et je suis administrateur des services financiers, sorti d'école nationale d'administration. J'ai été toute ma vie. Et malheureusement, l'expérience a été très courte, puisque en avril 2011, le 11 avril, on nous a demandé militaire de chasser le pouvoir. Et nous sommes allés en exil. Le 13 avril 2011, je suis parti en exil au Ghana, où j'ai passé 10 ans, je suis devenu le 30 avril 2021. Mon expérience politique, j'ai été membre de FPI depuis pratiquement le début. À peine sorti de la clandestinité, même pas, je suis parti de la clandestinité, puisque c'est en 1989 que j'ai été recruté par, comme je le dis toujours, par le ministre Yabi qui m'avait recruté. Donc, j'ai fait toutes mes classes au FPI. Et de là-bas, j'ai été d'abord secrétaire national chargé de l'intégration. Et puis par la suite, après le congrès de Moussou, le congrès de Maman, j'ai été nommé vice-président, confirmé au congrès de Moussou. En exil, le 26 mai 2011, le président Gbagbo et sa cellule à Congo m'a fait l'honneur de me nommer comme son porte-parole, c'était un grand honneur. Et donc, je suis encore son porte-parole. Depuis plus de 10 ans, j'assume ces fonctions. Et quand on a créé EDS, quand il a pu, au président Sangaré, devant les difficultés qu'on commençait à présenter avec AFI par rapport au FPI, on a juste créé une plateforme qu'on appelait EDS, Ensemble pour la démocratie et la solidarité. Et là-bas, lorsque Dieu a rappelé à lui notre grand regretté, Sangaré Aboudraman, qui était le représentant de FPI, le premier vice-président de l'EDF, le président de Gbagbo a souhaité et m'a fait l'honneur de me nommer là-bas en remplacement de Sangaré Aboudraman. C'est un très grand honneur. Personne ne peut remplacer Sangaré Aboudraman, peut juste pour une faire. Et donc, je suis le premier vice-président de l'EDF. Et puis, j'ai écrit des livres à titre individuel, puis collectivement. Je suis auteur de 3 livres à titre individuel. Le 4e est en cours d'ailleurs. Quels sont les titres? Le premier titre, alors le premier c'est Côte d'Ivoire, l'audace de la rupture. J'ai écrit en 2013. En 2015, j'ai écrit Idéologie, conscience et combat politique. Et ce livre, j'accorde beaucoup d'intérêt, d'importance au livre parce qu'il a été préfacé par Bernard Belidaki, le plus grand écrivain de tous les temps de la Côte d'Ivoire. L'homme politique engagé depuis 1946 dans les combats politiques et qui est à l'aube de ses centenaires a accepté de préfacer un livre. Mon livre, c'était un honneur incommensurable pour moi. Je lui rends hommage en pensant à lui aujourd'hui, l'honneur qu'il m'a fait de préfacer mon livre. Absolument. Le 3e livre que j'ai écrit en 2018, je pense, c'est le développement économique en Afrique, la contradiction principale, lui aussi préfacé par une très grande figure du monde universitaire et intellectuel africain, même du monde, le professeur Pierre Kipré, professeur d'histoire Pierre Kipré, ancien ministre,
l'ancien ambassadeur du Côte d'Ivoire en France, qui m'a fait aussi l'honneur de préfacer ce livre-là pour moi. Lui aussi, c'est un super honneur, un grand honneur. Par ailleurs, j'ai participé à des ouvrages collectifs, et non le dernier, c'est celui qui a été inspiré par le président Laurent Gbagbo et qui a consisté à réfléchir à l'après-Covid, l'Afrique après-Covid. Vous imaginez déjà en prison, le président Laurent qui commençait à réfléchir à l'Afrique après-Covid. Et il a instruit le docteur Pierre Kipé, qui est son ami, de mettre en place une équipe d'experts africains, des experts africains, pour réfléchir sur l'après-Covid, l'Afrique après-Covid. Il y a eu des avocats, des médecins, des universitaires, des historiens, des sociologues, des psychologues, des chercheurs, une vingtaine d'experts qui sont réunis du monde, de l'Union africaine. Et dedans, ils m'ont fait l'honneur à des grands bénéficiaires comme moi de participer à côté de ces grandes figures du monde intellectuel. Et ça aussi, c'est un grand honneur. Donc voici ce que je suis. Voilà. Je suis ici. C'est un résumé. Oui, on peut faire ça avec ça. D'accord. En attendant, les livres que vous avez cités, où est-ce qu'on les trouve? Parce que ils sont en librairie, ils peuvent les les commander par des voies comme, je pense qu'on appelle ça Amazon, en fait, parce que... mais enfin, j'ai tout ça, on peut les trouver. Voilà, j'ai été à la librairie de mon quartier. Oui, alors là, peut-être il faut aller à la librairie de Plateau. Au plateau, des gens de Carrefour, après il y en a qui les trouvent, c'est pas bien. Donc, vous nous avez déjà donné beaucoup d'informations relatives à votre éducation, background. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la vie d'un exilé, parce qu'effectivement, nous savons tous dans quelle mesure vous êtes parti au Ghana. D'abord, qu'est-ce qui a précipité votre départ au Ghana? Simple. Il y a deux choses qui m'ont marqué fondamentalement et qui ont déterminé mon départ au Ghana. Bon, quelques informations subsidiaires. Les deux choses, lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, j'attendais de voir qu'est-ce que les nouvelles autorités allaient faire de lui et quelle devait être leur orientation. J'avoue que le discours de M. Ouattara ce jour-là n'était pas un discours rassembleur. Il avait clairement établi qu'il allait s'était engagé à faire véritablement, à faire une bataille contre le président Laurent Gbagbo et ses partenaires. C'était clairement établi. Il a dit dans son discours. Deuxièmement, je n'étais pas d'accord parce que pour moi c'était un coup d'État. Je l'ai dit, je l'assume, c'était un coup d'État qui avait été fait avec l'appui de la France. Ça, je ne connais pas parce que en tant que juriste, à partir du moment où le Conseil constitutionnel d'un pays a investi quelqu'un, conformément à la Constitution, si vous l'enlevez du pouvoir, c'est un coup d'État, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas d'explication à ça. Donc pour moi, c'était un coup d'État. Et un coup d'État, il fallait que nous réagissions. Il y avait deux solutions. Soit on se soumettait au coup d'État, ou on ne se soumettait pas. Ce que je vous dis, je n'ai pas souvent dit ça à des personnes. Les raisons pour mon départ en exil. Je pense que beaucoup d'exilés, des cadres SPI qui sont dans les villes, devaient avoir la même réaction. Et pour moi, comme c'est un coup d'État que je ne pouvais pas accepter, j'espérais pouvoir aller au Ghana, où se trouvait le président Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. Et comme conformément à la Constitution de la Côte d'Ivoire, quand il y a un coup d'État, il y a un vide constitutionnel, vous enlevez le président, vous l'empêchez, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le remplace. Donc moi, je partais pour réorganiser le combat politique. En tout cas, c'est ce qui a motivé autour du Mamadou Koulibaly. Surtout que le discours qui avait fait
le nouveau chef de l'État n'était pas un discours à l'Assemblée. C'est un discours qui clairement disait que les babous et ses territoires seront traqués, punis, jugés et envoyés en prison punis. C'était clairement établi. Il n'y avait pas donc de possibilité de réconciliation pour lui. Et donc j'ai dit, moi je ne vais pas rester. Je suis parti de ma famille, le 12 et le 13 avril, je suis parti. Donc je suis allé dans l'esprit de rythme de combat politique. Comme je le dis, je n'ai pas apprécié et je n'étais pas d'accord, et je ne suis toujours pas d'accord de la façon dont l'administration d'Obama, ça il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec Hillary Clinton, et comment il s'appelle, et la France de Nicolas Sarkozy ont interféré dans la crise ivoirienne, pour laquelle des solutions de droit existaient. Et pour moi, je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allé au Ghana pour réorganiser avec les camarades qui étaient partis le combat politique. Voilà la raison pour laquelle je suis parti au Ghana. C'est très clair. Voilà. Donc le choix du Ghana s'est fait par rapport aux camarades qui étaient déjà là-bas. Oui, et voilà, et j'espérais aller m'organiser autour d'eux pour remettre ce combat et dire que c'est allé d'un coup d'État et qu'il fallait qu'on trouve une formule pour mener continuer le combat. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelles conditions vous êtes sorti de la Côte d'Ivoire? Oui, alors, c'est très intéressant de savoir. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire avec, d'abord le 31 mars, j'ai quitté mon domicile. Parce que j'avais été annoncé qu'on allait me piller. Les rebelles étaient déjà à Abidjan. En tout cas, les forces proches de Ouattara étaient déjà à Abidjan. Et nous avons une information qui devait nous en voulait. Donc j'avais fui, je suis allé me cacher chez des amis. Et donc, évidemment, ma maison a été pillée, et ainsi de suite. Et en allant me cacher, j'avais papier de ma famille un peu partout, parce que je ne voulais pas aussi qu'on nous retrouve tous dans une même maison, qu'on nous massacre tous. Donc, tactiquement, je les avais éparpillés, ma femme, ma famille quelque part, moi quelque part d'autre. Et je suis parti avec un sac, une chemise, un pantalon, un t-shirt et un képi. Et lorsqu'on arrête le président le 11 avril 2011, le 12 avril, je me débrouille pour faire sortir ma famille. Parce qu'il y avait des informations récurrentes concernant ma sécurité. Vraiment, les gens me voulaient, d'ailleurs par la suite, ça va se démontrer. Hein. Voilà. Et je pars, donc, je fais partie de ma famille et tout. Et le 13, je pars avec mon baluchon. Et je passe par Ebra, les rues là. Et ce jour-là, dans mon convoi de ce jour, je partais, le 13, dans la pinasse qui nous transportait, parce qu'il fallait prendre une pinasse. La route était fermée, pour passer par la mer, par l'eau, par la ville, pour rejoindre Beaunois, et puis à partir de là s'organiser pour repartir. Et Bassam plutôt, pour rejoindre Bassam, Moussou. Et dans la pinasse, il y avait moi, je suis des gens que je peux connaître, hein, mais la pinasse, on devait être plus de 150 dedans. Une pinasse qui prend à peine 50 personnes, mais ce jour-là, il était plus de 150 dedans. En tout cas, on était nombreux. Mais les figures que je connais politiques, il y avait le ministre Monet et son épouse, Monet Emmanuel et son épouse. Il y avait Ali Tchélé et son époux. Il y avait la femme de Bailly Patrick, Maître Bailly Patrick. Il y avait l'actuel ambassadeur en Algérie, bon, qui a rejoint finalement Ouattara, comment il s'appelle, Boussaï et son épouse. Or, ce sont des figures, dont je me souviens, mais on était nombreux. Voilà, donc vous ne vous êtes pas, je ne pourrais pas dire que vous étiez donné rendez-vous, vous vous êtes retrouvés par hasard. Non, c'est par hasard, chacun fuyant, on s'est retrouvés, et c'était le seul point de sortie. Absolument. Voilà, donc c'est par hasard qu'on s'est retrouvés dans cette pinasse, et c'est par la pinasse que nous sommes partis. Jusqu'où? On a pris la pinasse jusqu'à Moussou, à Bassam, Moussou.
Et d'ailleurs, avant d'arriver là-bas, la finance avait commencé à prendre de l'eau, puisqu'on était en surnombre. Donc, nous avons quitté la plante. Moi, j'ai continuellement, je viens du Nord, j'ai très peur de l'eau. Et donc, je suis parti. Et c'est de là-bas, je me suis débrouillé encore par d'autres voies détournées pour rejoindre le Ghana. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou bien parce que de Bassam à... Alors, de Bassam, je me suis débrouillé pour trouver un véhicule et la voie encore jusqu'à la frontière de Libou, jusqu'à la frontière de Noué était encore fréquentable, mais pas très nette. Pas très nette. Donc, de temps en temps, on fait des incursions dans la brousse pour détourner les gens, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça. Quand on voit des gens dont on ne sait pas, la voiture va sur, nous on marche, on fait du tour, ainsi de suite. Comme ça, nous l'avons fait pour aller jusqu'à la frontière. Voilà. Donc, maintenant, au Ghana, une fois au Ghana, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment avez-vous rejoint le camp? Comment saviez-vous où étaient les gens? Alors, je suis arrivé au Ghana le 13 avril, c'était dans l'après-midi, à pareil moment. Donc, j'étais obligé de dormir à la première ville Elibou. J'ai trouvé pas mal de personnes aussi qui étaient qui essayaient de faire prier pour payer les aider. Et je me rappelle d'ailleurs que la femme de Bailly, même Bailly, la chanteuse Kanté, non, ça s'appelle, qui est sortie vraiment avec les enfants, mais elle n'avait rien. Elle n'avait rien sur elle. C'est-à-dire de l'argent? Rien du tout. J'étais à mes parents, elle m'a dit, ah, écoute, tout, voici, je n'ai absolument rien, voici les beaux enfants. Et ça, c'est maman, donc je l'ai pris avec moi. Donc vous étiez sorti avec un peu? Non, moi je n'avais quoi? J'avais à peine, vous tout dit, quand je quittais Abidjan, j'avais à peine 3 millions de francs CFA. Voilà, c'est ce que j'avais. Mais vous verrez que ces 3 millions vont aller très vite. Absolument. Ça n'a pas de chose, hein, ce qu'ils avaient sur moi. Et donc, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, devant moi, quand on a pillé sa maison, elle était au téléphone, quand on l'avait pillé sa maison, la maison de sa maman, la pauvre. Elle est aussi du Nord, hein, mais je ne sais pas pourquoi on lui a fait ça. On l'a pillé, sa maison. Et nous avons dormi à Edibou avec toutes ces personnes. Il y a d'autres personnes qui étaient quand même dans les besoins, donc j'ai essayé de prendre en charge. Et sur les 14, des véhicules sont venus, un véhicule est venu me chercher d'Accra. Parce que ma famille était partie de la veille, donc elle a loué un véhicule pour venir me chercher à Dakar, à Elibou. Et là-bas, je vais apprendre qu'il y a un camp de réfugiés ivoiriens. Peut-être qu'aujourd'hui on en parle, mais personne ne peut imaginer pour un Ivoirien ce que ce mot-là signifie. La première fois, un camp de réfugiés. Justement, c'est pourquoi il est important que vous nous décriviez ce camp. Et je devais, c'était le premier camp, c'est le camp d'Ampeng. C'est sur la France Elibou et Tabourani. Et je ne peux pas passer sans saluer ces personnes. Je suis le responsable politique. C'est nous qui nous ont suivis, ces personnes nous ont suivis. Elles sont dans la détresse. On ne dira pas que le ministre, un ministre est passé, il n'est pas loin de cette personne. Non, j'ai fait escale en paix. Et madame, je peux vous dire, j'en ai pleuré. Pourquoi? J'en ai pleuré énormément. Parce que c'était la détresse. C'était choquant pour moi de voir pour la première fois des Ivoiriens se dormir sur les tentes, comme dans les tentes. J'avais choqué. Le peu d'argent que j'avais, parce que déjà à Elibou, avec les trucs, il ne me restait plus grand-chose. Hein? Le peu d'argent que j'en devais, 1 million, je l'ai réglé. Bon. Donc il me restait un autre million en poche. Et vous comprendrez que parfois, il y a des gestes quand on les pose, vous les posez de façon naïve, mais parfois ça vous suit. Ça peut vous suivre en bien ou en mal. Absolument. Ce geste, oui, les populations d'Ampeng ont dû l'apprécier, mais les mauvaises personnes, les mauvais esprits, ce geste va se tourner contre moi
par la suite. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc c'est comme ça que j'arrive à Accra, finalement le 14 mai. Et puis voilà, je commence ma vie. Et commence ma vie d'exilé. Voilà. D'accord, mais donc vous n'êtes pas resté dans le camp? Non, moi je ne suis pas resté dans le camp. Ma famille avait déjà trouvé un local, c'est déjà au Ghana, à Accra. Moi, je n'ai pas dormi dans le camp. J'ai fait escale pour saluer et partager ma compassion avec les populations ivoiriennes. Et comme je dis, c'était choquant pour moi la première fois. J'ai dû prendre des lunettes noires pour cacher mes larmes, pour empêcher mes larmes de couler. D'accord. Et donc, vous êtes resté avec votre famille pendant ces 10 années? Non, alors, quand je suis arrivé au Ghana, on est resté ma famille est restée avec moi 6 mois. Après, on avait un choix. On n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'argent. Ma femme est cadre dans l'administration. Je lui ai dit, bon, si on reste tous ici, il y a un risque énorme. Je ne sais pas comment quand cette situation va finir. Les enfants sont petits parce que quand je partais, mon premier fils, celui qui a décidé, il était étudiant au Maroc. Parce que lui, je l'ai fait avant de me marier. Le second, la seconde, elle avait que 8 ans. Le deuxième n'avait que 5 ans. Et la toute dernière avait 1 an. Donc, devant la fragilité et le manque de moyens financiers, après discussion, je dis, écoute, comme tu es cadre, retourne au pays. Essaie de voir si tu arrives et que tu es intégré, c'est tant mieux. Mais si tu n'es pas intégré, bon, mais va essayer. Donc, elle est venue. Comme ma femme est vraiment discrète, personne ne la connaît, bon, elle est partie inaperçue. Elle ne s'affiche pas politiquement, elle vit sa vie. Et donc, elle a repris son boulot pour pouvoir s'occuper un peu des enfants. Donc, je suis resté à Médine seul. Et j'étais ici. Et je les voyais une fois par an, quand c'est possible. Et il y a un épisode qui m'a marqué, c'est que quand ils sont venus, la nouvelle qui a suivi, j'ai demandé qu'ils viennent me voir, qu'on passe la nouvelle ensemble. Les enfants ont presque été arrêtés. Sous le prétexte qu'on les protégeait, je ne sais pas de quoi. La police a allé chercher des enfants jusqu'à dans l'avion. Des enfants qui venaient traumatisés. Et ça, je n'ai pas supporté ça. Je n'ai pas supporté ça du tout. Et l'une des rares fois, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Ahmed Bakayoko, qui était son ministre, que je connais, c'est un ami. Je lui ai dit, Ahmed, vous pouvez tout lui faire, mais si vous touchez les enfants, là, peut-être, vous serez obligé de me tuer. Parce que je n'accepterai pas ça. Et comment a-t-il réagi? Elle a dit non, c'est pour le protéger. Il dit non, Ahmed, je connais tes pratiques. Je connais tes pratiques. Tu veux savoir où mes enfants habitent pour en faire des otages pour faire le chantage. Je n'accepterai pas ça. Nous faisons la politique, nous laissons nos familles. Et c'est pourquoi quand Ahmed est décédé, j'ai coulé les larmes quand j'ai vu sa fille, sa toute petite fille. Parce qu'elle m'a rappelé moi, ma fille. Sa dernière fille, innocente, j'ai coulé les larmes en pensant à ma propre fille. J'ai dit, nous faisons la politique, mais nos enfants, c'est la première de nos yeux, c'est tout ce que nous avons de plus cher qu'on peut faire avec. Et il est dans je t'interdis désormais de faire tourner ta police autour de l'enfant. Et que s'est-il passé ensuite? Donc depuis lors, j'ai décidé que mes enfants ne venaient plus me voir régulièrement. Donc ils venaient me voir une fois par an, une fois. Et en 2012, ils sont venus me voir en vacances 2012 et ils ont été arrêtés. J'ai été arrêté. C'est là où j'ai été arrêté. Le 14 2012. Et ma famille en a souffert. Parce qu'elle était venue me voir, mais en visite. Fallait-il me laisser en prison? Donc, on a été obligé de délocaliser leur scolarité 1 an.
trouver une école française pour eux au Ghana, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Quand on a regardé le prix, il fallait autour de 12 millions pour une francs CFA, pour les réfugiés. On n'en avait pas. Mais je n'ai pas de fortune matérielle, mais Dieu m'a donné des amis. Vraiment des amis. Des amis qui me valent de l'or. Mais comme on dit, c'est dans les difficultés qu'on... Oui, oui, et parfois, parfois des amis sortent que vous ne savez même pas. Que vous aviez. Que vous nous aviez. Et c'est là que vous êtes les solidarités. Donc les gens se sont battus pour scolariser mes enfants alors que je t'en prie. Mes 3 enfants. Ça aussi, ça bouleverse ma famille. Parce que ma famille était obligée de rester avec moi. Un moment. Elle lui de perdre son boulot. Le chantage qu'on lui faisait, de perdre son boulot. Finalement, elle était obligée de venir reprendre son boulot. Et Dieu a fait aussi, m'a fait grâce. Elle a une belle tante qui a toujours vécu avec nous, qui s'occupe des enfants. Les enfants sont très attachés à elle. Et c'est cette belle tante qui est restée avec nous. Et qui s'occupait de nos enfants quand moi j'étais en prison. Après, évidemment, quand je suis sorti, je ne pouvais pas avoir les moyens de continuer. Donc, je les ai laissés revenir en Côte d'Ivoire pour continuer la scolarité ici. Et donc, c'était des moments très difficiles. C'était des moments très, très, très difficiles. Alors, mais il ne faut pas se concentrer sur mon cas seul. L'exil est une épreuve pénible. Ce qui m'amène à la prochaine question, qui est justement quelle est la condition d'un exilé, quelle est la procédure à suivre quand on est exilé, qu'est-ce qu'on fait, quel est le quotidien d'un exilé? Alors, lorsque vous arrivez d'une situation de crise connue par l'ONU, ainsi de suite, et que vous arrivez dans un pays qui vous accueille, sur la base de la Convention de Genève de 1951, sur la base de cette donnée-là, quand on sait qu'il y a un risque, il y a une crise officielle, l'État qui vous reçoit, ce qu'ils appellent l'analyse prima facie, c'est-à-dire sur la base des premières informations, dit écoute, cette personne-là, il y a des risques chez eux, on ne va pas analyser pour voir si les risques spécialement sur eux, et ainsi de suite, on leur accorde donc, on leur donne la protection. Après, on leur donne la protection. Donc nous sommes arrivés donc au Ghana Refugee Board. Le Ghana Refugee Board, c'est l'administration qui gère les réfugiés. Nous sommes enregistrés. Ceux qui pouvaient, les cadres, qui avaient des amis ou des connaissances qui pouvaient les aider à vivre en ville, comme nous, on a fait chambre, on a pu avoir de nos maisons que nous payons. On te prend en charge parce que les Ghana, les réfugiés au Ghana, on n'avait pas de subside, on n'a pas de l'État, non, pas de subside. On reconnaît juste votre statut. On reconnaît vos statuts, mais c'est fini. Et je reviens là-dessus. Il y a des nuances parfois qui sont dangereuses même. Surtout quand tu fais une intégration tu fais une migration dans un pays, dans une zone intégrée. Je vais venir pour faire la différence là-dessus. Et puis, il y a le gros lot. Qu'est-ce que le gros lot? Le gros lot des anonymes, notamment nos parents de l'Ouest, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Les ouais, qui se sont retrouvés des milliers au Ghana, des milliers en Libéria. Et dans cela, le HCR, après les avoir pris en charge, leur ouvre des camps. Donc on leur fait des tentes, et c'est sous ces tentes-là que ces personnes vivent. Au début, le HCR leur donnait quelques provisions, on donne quelques provisions, c'est vraiment des subsides matériels, du riz, de l'huile, du sel. Comme on voit à la télévision. Comme on le voyait à la télévision. Les Ivoiriens vivent ça. C'est pourquoi quand on
dit ces choses-là, les gens ne savent pas quand nous sortons, nous voyons, mais les Ivoiriens vivent ça, ils continuent de vivre.